tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore un update lecture sur mes lectures du mois de juillet. Sans plus tarder, on commence tout de suite avec le tome 1 de Silver Battle. Silver Battle est le Dragon d'eau de Christine Albrook aux éditions Lumen. Alors j'ai lu le deuxième tome parce que j'ai reçu le tome 2 qui est juste là. En service presse par la maison d'édition, d'ailleurs je les remercie bien fort. Du coup, pour pouvoir lire ce tome 2, j'avais besoin de me procurer le tome 1 et de le lire. C'est ce que j'ai fait. Alors, sachez tout d'abord que ça a été une excellente lecture, malgré le fait que ça soit du jeunesse. Mais le côté fantasy a réussi à me faire complètement passer outre. Alors, dans cette histoire, on va suivre donc Silver Battle, qui est donc une jeune fille qui habite dans le désert, dans une cité où autrefois vivaient des dragons. Ces mêmes dragons qui sont aujourd'hui utilisés pour faire des courses de dragons, des courses dans l'eau, à l'occasion d'un grand événement dont toute la foule raffole. Donc ici on va rencontrer la jeune Silver qui est elle destinée normalement à devenir une petite joaillière quand elle sera plus grande, tout comme ses parents avant elle. Mais pourtant il n'y a de la place que pour les dragons d'eau dans sa tête, et notamment pour cette race-là, les Akinder, qui sont donc des dragons qui ont disparu et qui étaient une race extrêmement précieuse. Et un jour où Silver va pouvoir faire la rencontre de son idole Sagittaria Prodigo, la fameuse dresseuse de dragons d'eau, Silver va tout plaquer pour partir en quête de ces fameux dragons d'eau avec son fidèle ami et cousin Brajon, et poussé par la vieille tisserande Nebeker qui va bien l'aider dans sa quête. Alors comme je vous le disais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman parce que déjà on a un univers vraiment qui sort de l'ordinaire. En ce moment j'ai l'impression de beaucoup dire ça, mais je tombe sur des bonnes lectures où vraiment on n'est pas dans les clichés du genre, et là c'est le cas puisque déjà on est niveau géographiquement, on est dans un endroit déjà désertique, donc ça change un petit peu. Donc on a aussi également le côté culturel avec les coutumes du peuple de Silver qui ne sont pas du tout les mêmes que certains autres peuples dans les univers de fantasy. Et donc là pour un jeunesse justement on va avoir beaucoup de descriptions de ces endroits particuliers, de ces coutumes, et c'est ça qui va faire toute la force de ce récit et toute sa richesse, parce que là voilà on a un univers riche. Ensuite j'ai vraiment bien aimé le caractère de notre petite Silver qui est vraiment une petite qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Malgré que son cousin essaye toujours de la ramener à la raison, Silver n'écoute que son cœur et ses passions. Donc là, en l'occurrence, elle va tout faire pour pouvoir trouver un dragon et peut-être participer elle-même à des courses de dragons, qui sait. Et tout ça dans une ambiance assez palpitante, on a un bon rythme. Je n'ai pas ressenti de longueur pendant ce livre, donc ça c'est quand même un très bon point. Et en fait finalement, le seul point négatif que je trouverais à redire, c'est finalement qu'il était presque trop court pour moi. Donc heureusement nous avons une suite qui est le tome 2, Silver Battle et la pierre de cœur. Mais pour moi, cet univers aurait pu être encore plus fouillé que ça. Autant sur le côté historique, qu'est-ce qu'il s'est passé avant entre le peuple et des dragons par exemple, toutes les races de dragons, on a envie d'en savoir plus. Alors j'espère vraiment avoir mes réponses dans le tome 2 et également sur la fin de cette histoire, puisque c'est une duologie, parce qu'avec la fin qu'on a ici, on a vraiment envie de connaître la suite. Et pour info, le tome 2 est sorti le 11 juin 2020 dans nos librairies et il se présente comme ceci. On a encore de super couvertures avec des détails sur les écailles qui sont en relief, super sympa. Voilà, un très bel objet livre en plus de ça. Ensuite, on continue avec Un été à emporter, ou bien The Way You Make Me Feel en anglais, de Maureen Goo, qui a été publié aux éditions Milan en français. Donc là, je l'ai lu en VO. Alors, celui-ci, je suis assez mitigée, parce que même si j'étais partie sur une petite lecture légère d'été, je m'attendais pas vraiment à un chef-d'œuvre. Je m'attendais quand même à un minimum d'action et d'événements, et pour moi ça a été le gros point négatif de cette lecture. Donc déjà pour revenir sur le résumé, on va suivre Rose et Clara qui vont se disputer pendant le bal du lycée je crois, et vont carrément causer un incendie, et pour cela elles vont être punies et vont devoir travailler dans le food truck du père de Clara pendant tout l'été alors qu'elles se détestent
complètement. Pour le résumé, c'est à peu près ça en fait. Donc on va passer l'été avec elle dans ce food truck alors qu'elle ne se supporte pas. Évidemment, vous vous doutez bien que leur relation va changer. Mais voilà, moi je m'attendais vraiment à ce qu'il se passe des choses pendant cet été, des rebondissements quand même, bon, un petit peu de quelques événements. Et finalement j'ai trouvé que en 300 pages, il se passe vraiment pas grand chose. Certes, on voit effectivement c'est plus une histoire de relations qui s'étoffent et qui évoluent. Mais à côté de ça, à part faire la cuisine, elles font pas grand chose. Et pourtant c'est dommage parce qu'il y avait quelque chose dans ce roman, un événement qui aurait pu complètement changer la donne et qui aurait pu vraiment être intéressant à traiter. Du coup je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais disons que les personnages ont eu l'occasion, l'opportunité de faire quelque chose d'un petit peu plus passionnant, on va dire, qui aurait eu justement un petit peu qui aurait amené un petit peu de suspense, et finalement cet événement leur est passé sous le nez. Alors j'ai pas compris vraiment le choix de l'autrice, puisque bon, certes cet événement va assurer la fin du roman d'une manière ou d'une autre, mais pas de la bonne manière à mon avis, parce qu'ils vont tourner ça plutôt par un coup de chance, alors qu'elles auraient pu vraiment mériter ce qui leur arrive. Et c'est pas le cas. Donc je suis un petit peu déçue franchement. Alors bon, ça nous fait passer un beau moment, c'est estival tout ça. Mais pour moi, franchement, il s'est pas passé grand chose. Donc je suis pas très satisfaite de ma lecture. On enchaîne avec le tome 1 des Chroniques de Rosewood, Princesse Incognito aux éditions Casterman, écrit par Connie Glynn. Alors là pareil, je me suis lancée dans cette lecture parce que je voulais encore une fois quelque chose de léger. Donc là en ce moment je suis à fond contemporain en été et jeunesse, puisque comme ça me fait des lectures vraiment légères. Comme j'ai tellement peur de retomber dans une panne de lecture comme il n'y a pas longtemps, je couvre mes arrières en lisant des trucs légers. Donc là j'ai eu ce que je voulais, et pour le coup, contrairement à la lecture précédente, c'était une très bonne surprise. Alors dans cette histoire, on est dans cette école Rosewood Hall, qui est un peu l'élite au niveau scolaire. Là il n'y a que les enfants des grandes célébrités, des lignées royales qui viennent ici pour se faire former au mieux. C'est vraiment une école prestigieuse, un peu à la Harry Potter. C'était sympa, j'ai trouvé les clins d'œil avec les différentes maisons, c'était très sympa. Et donc dans cette école sont admises Lottie Pumpkin, qui est une jeune fille qui elle est complètement obnubilée par les contes de fées, qui a toujours rêvé de rentrer dans cette école et qui en a fait la promesse à sa mère avant que celle-ci ne s'éteigne. Et par son dur labeur, elle arrive à y accéder et découvre cette école. Et à côté de ça, nous avons Ellie Wolf, qui elle est la princesse de Maradova, qui est donc une héritière, mais qui elle n'a pas du tout envie d'accéder au trône. Elle a juste envie d'être comme tous les autres adolescents de son âge. Les jeunes filles vont se retrouver colocataires dans une chambre, et c'est comme ça que naît une amitié qui va aller bien plus loin que ce que l'on aurait pensé, puisqu'elles vont décider d'échanger leur identité pour pouvoir accéder toutes les deux à leur désir. Donc Lottie de devenir une vraie princesse et Ellie d'avoir la vie normale qu'elle voulait. Donc voilà, on a déjà un synopsis qui accroche, on peut dire. Il faut dire que moi aussi j'ai vraiment accroché, puisque j'ai vraiment passé un très bon moment aux côtés de Lottie et de Ellie, puisque là nous avons vraiment deux personnages, on le dit d'ailleurs dans le roman, qui sont complètement aux antipodes. Donc c'est agréable de voir ces deux opposés s'entraider, puisqu'on a voilà Lottie qui est très solaire, comme ils disent justement, presque un peu naïve. C'est un peu le côté justement qui m'a déplu, c'est que Lottie elle était assez immature pour le coup, contrairement à Ellie, c'est-à-dire que s'il y avait un piège, on est sûr qu'elle allait tomber dedans. C'est un peu la petite fille dans un magasin de bonbons quoi. Donc j'avais un petit peu envie de la secouer parfois, mais bon. Et à côté on a Ellie qui est la face un peu lunaire de la chose, qui elle est assez anarchiste, du genre apporter du noir, un peu rebelle, totalement contre les lois. Et du coup je me suis beaucoup plus attachée à Ellie, qui pour moi était déjà plus mature, et puis surtout un peu moins dans les cases que Lottie, qui elle réussit tout et un peu et voilà, qui est gentille avec tout le monde, et au final ça lui réussit pas forcément. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié cette relation entre ces deux personnages. C'est une lecture qui se lit très vite pour le coup.
Là l'écriture est très fluide, justement elle est pas très compliquée mais ça fait une bonne fluidité pour la lecture et les événements s'enchaînent bien pour le coup. Voilà, à la Harry Potter on est sur une année entière, une année scolaire et du coup on va les suivre à travers les événements marquants de leur année et pour moi ça suffisait, je trouvais que c'était ni trop court ni trop long pour le coup. Après ça reste un tome introductif puisque là aussi il ne s'est pas passé énormément de choses non plus, puisque là encore on ne répond pas vraiment encore aux questions qui se posent justement par rapport à cet échange d'identité. Mais on aura, j'espère, toutes ces réponses dans le tome 2 qui est déjà sorti et que je compte lire très vite. Donc je recommande ce livre aux jeunes filles, aux jeunes garçons également, puisqu'on a la présence de partisans, comme on les appelle, qui peut être très sympa, donc pour le côté un petit peu, je peux pas vous dire qui ils sont, mais pour le côté un petit peu agent secret, c'est sympa. Et je recommande également cette série aux plus petits comme aux plus grands, puisque finalement je ne m'attendais pas du tout à accrocher parce que je ne suis pas dans l'âge de la cible. Et finalement j'ai passé un très bon moment, alors comme quoi, allez-y, vous pouvez vous lancer. Et enfin, dernier livre avec le tome 1 de Percy Jackson. Percy Jackson est le voleur de foudre de Rick Riordan. Alors pour le coup, celui-ci, pour tout vous dire, c'est une relecture si on peut dire, puisque je l'avais écouté en audio l'année dernière ou l'année d'avant. Mais j'avais eu une grosse déception et je pense que c'était dû à la voix insupportable du narrateur. Vraiment j'ai pas aimé du tout. Alors c'était vraiment narré, on voyait que c'était pour les enfants, donc avec une voix un petit peu nasillarde, toujours exagérée sur les blagues et tout ça. Et finalement c'est à cause de ça que j'ai pas accroché, j'ai trouvé que c'était trop, ça m'a pas fait rire, j'ai pas accroché, j'ai trouvé que... Non, j'ai pas aimé, vraiment. Du coup, je pensais ne jamais continuer la série, mais grâce à mon amie Camille du compte Instagram Books and Stories, que je remercie chaudement maintenant, qui m'a poussé à les relire et à continuer la série, j'ai pu le faire et je ne regrette pas du tout. Donc comme quoi, la voix d'un narrateur peut vraiment vous changer totalement votre satisfaction par rapport à un livre, puisque là, j'ai vraiment adoré le livre. J'ai trouvé l'histoire palpitante, on avait vraiment envie de continuer tout le temps. C'est vraiment un vrai page-turner, même si, encore une fois, je ne l'ai pas dit, mais ça c'est encore de la jeunesse. Là on a vraiment le parfait équilibre entre les événements qui s'enchaînent et en même temps des moments de pause pour nous expliquer, puisque là, comme on est dans un univers de mythologie grecque, il nous faut pas mal d'explications, notamment puisqu'on est dans de la jeunesse. Donc avec tous les personnages, expliquer voilà des passages d'histoire, c'est très sympa. Et les personnages que je n'avais vraiment pas aimés pendant mon écoute, là je les ai juste adorés. Je les ai trouvés super. J'ai aimé le fait justement qu'ils aient les mêmes traits de parenté plus ou moins que leurs parents. Comme ça on avait vraiment l'impression de se retrouver avec vraiment le dieu de la mer, le dieu de la sagesse, etc. C'était super pour ce point-là. Je trouvais également que pour de la jeunesse, c'est génial d'avoir incorporé les vraies histoires des dieux de l'Olympe pour le coup, puisque en lisant ce livre, les jeunes vont vraiment pouvoir apprendre les mythes légendaires de la mythologie grecque, donc c'est génial, en nous présentant les différents personnages et les différents dieux qui ont fait tel ou tel exploit. Et donc pour revenir un peu au résumé, là on va suivre donc Percy Jackson qui est le fils de Poséidon, on va très vite le savoir, et d'une mortelle, ce qui fait de lui un demi-dieu. Donc il va se retrouver pendant une bonne partie de son enfance à voir des choses qu'il ne devrait pas voir. Il lui arrive des choses assez bizarres. Il lui a détecté soi-disant une dyslexie et de l'hyperactivité. Mais il se rend vite compte que ses défauts n'en sont peut-être pas. Et un jour, lors d'une sortie au musée avec sa classe, il va croiser un monstre qui essaye de le tuer en l'accusant d'avoir volé un éclair. Il ne comprend pas vraiment. Et à partir de là, sa vie va totalement changer puisqu'il va être envoyé dans le camp des Sans-Mêlés, qui est une colline où tous les demi-dieux, des progénitures issues de dieux et d'humains, vont être rassemblés pour pouvoir apprendre à se battre, justement pour pouvoir survivre aux attaques des monstres qui essayent de les retrouver pour les tuer. Donc là-bas, Percy va rencontrer Annabeth Chase, qui est donc la fille d'Athéna, la déesse de la sagesse, et qui va devenir sa partenaire pour la grande quête qu'il va décrocher pour savoir qui est le voleur de foudre, puisqu'évidemment ce n'est pas lui, mais pour s'innocenter, il va falloir qu'il trouve le vrai coupable. Donc voilà, ça fait déjà un début où il se passe beaucoup de choses, et croyez-moi,
ça ne va aller qu'en s'accélérant et c'est génial. Donc maintenant, il est certain que je vais continuer la série et je compte aussi continuer sur les héros de l'Olympe qui apparemment sont un petit peu plus jeune adulte que jeunesse, donc ça devrait même encore plus me plaire, mais malheureusement pour lire les héros de l'Olympe il faut que je lise tous les Percy Jackson avant, sinon je ne comprendrai rien. Donc c'est ce que je vais faire et c'est avec un grand plaisir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo update, j'espère que ça vous aura plu. Si les livres que je vous ai présentés vous intéressent, les liens sont dans la barre d'infos pour vous les procurer. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!